Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandra Ben Saïd, je suis journaliste à France Inter et je suis vraiment heureuse et honorée de revenir au GECO et de partager avec vous cette conférence d'ouverture. Le titre, c'est « L'économie peut-elle réparer le monde ?» Il me semble que c'est le Graal de nombre d'économistes, aider par exemple à comprendre, aider à trouver des solutions, par exemple pour calibrer les meilleures politiques publiques. Vous savez ce que disait John Maynard Keynes en 1931 ? Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette citation, mais je l'aime toujours bien. Si les économistes pouvaient parvenir à ce qu'on les considère comme des gens humbles, compétents, sur le même pied que les dentistes, ce serait merveilleux. En tout cas, ils ne m'en voudront pas, les économistes que j'ai autour de moi. Depuis 2008, on sait que peut-être qu'il vaut mieux les considérer en effet comme des dentistes, comme des météorologues de l'économie. On a bien vu, même la reine d'Angleterre leur a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez rien vu venir à cette crise de 2008 ?» Et de fait, aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, il y a de plus en plus d'économistes qui se concentrent sur des petites parties du corps. Alors peut-être pas les dents, mais voilà, des petits problèmes économiques pour essayer de trouver des solutions. Dernièrement, dans la presse, vous avez vu, on a dit comment désmicardiser la France, et on demande à des économistes, Antoine Boziot, Étienne Vasmer, de réfléchir aux allègements de cotisations patronales, par exemple. Le titre d'aujourd'hui, il est quand même d'une ambition un peu dingue, provoque. L'économie peut-elle réparer le monde? Mais vous allez voir qu'elle ouvre à chacun la possibilité d'aller au bout de ses convictions sur son champ d'expertise. Et je vous les présente. Je vais d'abord présenter celle qui s'est levée pour vous, pour nous, parce qu'il est 4 heures du matin, 4h30 du matin. Bonjour Esther Duflo. Est-ce qu'elle est avec nous? Non, pas dans 1 heure. Elle est là normalement. C'est la surprise en fait. J'ai Hélène qui me sourit. Donc Esther Duflo, elle est évidemment prix Nobel d'économie 2019. Dites-moi si on l'a ou si on l'a pas. Bon, apparemment pas. Hein. Bon alors, écoutez, je voulais vous faire plaisir. Mais je vais présenter nos intervenants. À mes côtés, Olivier Blanchard. Bonjour Olivier Blanchard. Vous êtes professeur au MIT, vous êtes l'ancien chef économiste du FMI et vous avez par exemple co-dirigé la commission Blanchard-Tirole qui voulait réparer ou qui... Le monde. Vous nous rappelez les 3 défis? Vous voulez bien? Inégalité, changement climatique. On vous entend mal, il n'y a pas de micro. Vous n'entendez pas? Inégalité, changement climatique et vieillissement. Inégalité, changement climatique et vieillissement. Alors on me dit que Esther est là. Et dans le waiting room. Non, elle me dit qu'elle est là. Vous voyez bien. Salle d'attente. Est-ce que moi je l'entends? Est-ce que vous l'entendez? Non, toujours pas. Ok. En attendant, je salue Béatrice Weder dit Moreau. Bonjour à vous Béatrice, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Center for Economic Policy Research. Qu'est-ce que c'est le CEPR? D'abord, je dois dire que je suis très heureuse au nom de CEPR d'être ici et participer au GECO parce que c'est vraiment un événement formidable. Le CEPR est un réseau d'économistes. Le Center of Economic Policy Research a été fondé en 1983 et maintenant il a son siège à Paris. Et c'est ce qu'on fait et on a des affiliés, plus de 1900 affiliés dans le monde entier, mais surtout en Europe. Et le but est de renforcer l'économie, la recherche, excellence en recherche économique et relevance en policy, en politique. Ça, c'est le but du CEPR. Et aussi, avec son siège maintenant à Paris, c'est le but de renforcer les liens avec la communauté académique et les institutions françaises. Par exemple, on fait plus de 250 événements par année. Et le plus important c'est le Paris Symposium, une grande conférence qui se déroule en partie en collaboration avec la Banque de France.
Vous êtes également professeur au Graduate Institute à Genève et à l'INSEAD à Singapour. Je vais au bout de la file. Je vous présente Charles Weihmuller. Vous êtes le chef économiste d'EDF. Bonjour à vous. Qu'est-ce que ça fait un chef économiste chez EDF ? Vaste question. Ça répare le monde. Le Graal, ça serait d'arriver à faire des prévisions, mais comme vous l'avez très bien rappelé, c'est probablement utopique de prévoir quoi que ce soit, notamment sur le prix de l'électricité à long terme. Donc plus humblement, oui, comme un dentiste, on cherche à contribuer à la réflexion du moment sur les grands enjeux du secteur énergétique, que ce soit au niveau macro sur la planification du mix énergétique, ou si ça se plaît plus micro sur comment tarifer de façon juste et équitable l'électricité. Merci. Alors maintenant, ça va marcher. Bonjour Esther Duflo. Bonjour. Merci d'être avec nous à 4h30 du matin. On est très heureux de vous avoir. Alors, vous êtes prix Nobel d'économie 2019, vous êtes professeur au MIT, vous êtes également la présidente de Paris School for Economics. Je parlais du dentiste et de Keynes. Vous voyez plutôt comme un plombier. Oui, moi j'utilise plutôt cette métaphore-là et qui va très bien, je réalise, avec l'idée de réparer le monde. C'est vraiment de traiter, de réaliser que ni les principes scientifiques, ni même les idées d'ingénieurs ne sont suffisantes. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes pour mettre en place des politiques économiques qui sont effectivement qui fonctionnent. Et malheureusement, c'est quelque chose que à la fois la profession économique, mais surtout les hommes et les femmes en politique ont tendance parfois à oublier un petit peu. On a plutôt de grandes idées sur comment réduire le chômage ou les inégalités ou sur l'intelligence artificielle aujourd'hui par exemple, et moins mais comment on va mettre en œuvre ces idées et quels sont tous les détails qui pourraient faire passer une idée d'une réussite à un échec complet. Et cette attention sur le détail, sur les dentistes de Keynes ou sur la plomberie, c'est quelque chose qui peut faire une différence énorme et que j'ai réalisé dans mes travaux et aussi très intéressant à faire, même pour nous les économistes. Merci et merci encore d'être avec nous ce 5 novembre, évidemment, jour d'élection à Boston et dans tous les États-Unis. Sergueï Gouriev est à ma gauche, doyen de la London Business School. Bonjour à vous et merci. Bonjour Alexandra, merci de m'inviter. Vous étiez jusqu'à récemment le numéro 2 de Sciences Po. On va donner un peu de contexte. Vous êtes russe. Vous avez quitté la Russie en 2013. Vous avez été également chef économiste de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et avec vous, on va regarder comment l'économie peut ou ne peut pas arrêter, prévenir les guerres. C'est ça. Merci. Et au bout de cette table, Hélène Rey. Hélène, vous êtes professeure d'économie à la London Business School. Vous êtes également la vice-présidente du CEPR. Et juste avant de passer la parole à Hélène, qui a réfléchi cette conférence et va nous faire un cadrage, comme ça on sait dans quel cadre on réfléchit, je voudrais vous dire que derrière moi, normalement, est-ce le cas ? Il va y avoir un numéro de téléphone qui va s'afficher, que d'abord, vous allez entendre chaque intervenant exposer son regard sur la question, l'économie peut-elle réparer le monde ? Puis, il y aura sans doute un moment d'échange entre ces intervenants, et moi, je vais recevoir toutes vos questions, et la dernière demi-heure de ces 2 heures, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, sera consacrée aux réponses à vos questions. L'économie peut-elle réparer le monde ? Hélène Rey, c'est à vous. Bonjour à tous. Et merci Alexandra, merci énormément aux organisateurs pour nous recevoir ici. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous pour cette... C'est la première session qui est jointe entre les GECO et CEPR. Avant de commencer, je voudrais juste rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a 1 an à peu près et qui a beaucoup œuvré pour cette collaboration entre les GECO et CEPR. Et c'est Philippe Martin, qui était professeur à Sciences Po, professeur d'économie à Sciences Po, un grand fan des Journées économiques de Lyon, qui était vice-président du CEPR aussi. C'était un grand économiste, c'était aussi un être humain remarquable.
c'est vraiment un économiste qui pensait qu'on devait essayer de réparer le monde avec l'économie. Donc voilà, je voudrais avoir une pensée émue pour lui aujourd'hui avant de commencer. Alors, est-ce que l'économie peut réparer le monde? Alors d'abord, le monde a vraiment besoin d'être réparé. Je crois qu'on peut s'entendre sur ça. On le voit en ce moment, le monde est traversé par des guerres. Il y a le changement climatique avec toutes ses répercussions, les inégalités sociales. Et vraiment, on peut dire que notre maison est peut-être en train de devenir inhabitable. Donc c'est la communauté des humains qui doit se ressaisir pour remettre de l'ordre et essayer de le réparer. Et la communauté des humains, c'est nous, ici, maintenant. Et pour nous aider, justement, l'économie, et je pense que beaucoup de gens le savent ici, l'économie, ça vient du grec ancien, et oikos, c'est la maison, nomos, c'est la règle, la loi de la maison. Donc l'économie, c'est vraiment la science qui devrait s'occuper, qui s'occupe de la maison, de notre maison commune étant la planète. Donc d'un point de vue concret, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Là, je vais juste prendre quelques exemples très précis, très concrets, pour essayer peut-être d'inspirer justement les étudiants ou les lycéens qui peuvent être dans l'audience ici, pour leur dire un nombre de choses que l'économie peut essayer de faire pour réparer la situation présente. Je prends deux exemples. L'invasion russe en Ukraine et le climat, très rapidement. Donc l'invasion russe, énormément de conséquences dramatiques, bien sûr. Une des conséquences aussi, l'inflation, après le Covid, une amplification de l'inflation. Et là, la macroéconomie, l'économie, peut aider pour doser la politique monétaire. Et c'est quelque chose qui affecte la vie de millions de personnes directement, qui nous affecte tous. Bien sûr, le pouvoir d'achat directement, c'est important. Et c'est aussi indirectement très important, puisque, par exemple, aujourd'hui, où va se jouer l'élection américaine, un des arguments électoraux de Trump, c'était l'inflation, qui a été due d'abord au Covid et puis amplifiée par l'invasion russe dans une grande proportion. Donc si, par l'économie, on aide à juguler l'inflation, ben ça permet peut-être de diminuer un petit peu la probabilité d'élection de Donald Trump. Et ça, à mon avis, ça permet un petit peu de réparer le monde. Un exemple très concret. Deuxième exemple, sur l'invasion russe, les économistes peuvent estimer l'effet des sanctions sur l'économie russe, donc sur le budget du gouvernement russe. Donc sur la propensité qu'a le gouvernement russe à continuer la guerre. Les économistes peuvent aussi aider à avoir faire des choses complémentaires aux sanctions pour empêcher les évasions de ces sanctions, pour permettre de faire augmenter le coût de la guerre pour le gouvernement russe. Les économistes ont aussi très largement étudié la reconfiguration des chaînes de production, suite, par exemple, au fait que l'économie allemande était très dépendante du gaz russe et a dû reconfigurer sa production. Les économistes ont pu voir quel serait le coût de faire ça et ainsi aider les politiques économiques allemandes. Donc, dans cette optique-là, on voit que les analyses économiques, ce sont des aides à la décision capitale pour des mesures qui sont d'ordre, disons, géostratégique ou de défense ou de souveraineté. Deuxième exemple rapide, le climat. Les économistes du climat réfléchissent aussi avec les scientifiques, bien sûr, à notre budget carbone et comment l'atteindre. Et là, il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser, prix du carbone, subventions, des mécanismes de coopération entre les pays. Et l'économie est très, très utile pour penser ça, pour essayer de trouver quels sont les outils précis qui peuvent être utilisés. Mais bien sûr, l'implémentation, et en ça, je rejoins tout à fait Esther, c'est que l'implémentation nécessite une minutie extrême et aussi la collaboration avec beaucoup d'autres sciences sociales et humaines en particulier.
Alors, je n'ai pas pris ces 2 exemples au hasard, d'abord parce que des membres de ce panel vont les développer bien mieux que moi, mais aussi parce qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits précisément sur ces exemples que je viens de prendre, au sein du CEPR, mais ailleurs également, par des chercheurs français et européens. Mais entre l'implémentation de la politique économique et la théorie économique, il y a bien sûr une énorme distance, une grande marche. Encore une fois, c'est ce que disait Esther. Et là, c'est un peu normal, parce que dans l'implémentation, il y a l'intervention des hommes et femmes politiques. Et les hommes et femmes politiques, c'est leur travail, doivent hiérarchiser les priorités, faire des choix qui ne sont peut-être pas forcément les choix d'un économiste ou une économiste moyenne, mais qui font leurs choix, ce sont leurs prérogatives. Mais il y a plus que cela. Il y a non seulement les hiérarchisations, mais il y a aussi souvent la démagogie électorale, des processus idéologiques très forts, des intérêts particuliers, des lobbies qui interviennent. Et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face en tant qu'économiste. On voit souvent des politiciens qui essayent de discréditer le raisonnement économique, même de faire de la propagande pour disqualifier les économistes et les experts en général. Moi, j'ai vu ça tout à fait très près avec le phénomène du Brexit, où les économistes étaient très souvent discrédités par une catégorie de la classe politique, pro-Brexit, et souvent proche de l'extrême droite. Donc beaucoup de gens les ont crus. Et la propagande, ça peut marcher. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire cette erreur et que les GECO sont une manifestation qui est très, très importante. Voilà. Merci Hélène Rey. Merci pour ce cadrage. Je me tourne de nouveau vers ma droite, c'est ce que j'avais. Olivier Blanchard, l'économie peut-elle réparer le monde? Je vois même des questions là sur la tablette et certains se disent peut-être qu'elle l'a déjà abîmé, mais vous, lorsque vous avez pris ce sujet, vous avez écrit ce que réussit à faire l'économie pour le monde est simplement sidérant. Pour vous, l'économie, ça améliore d'abord le monde. Je crois que les deux sont vrais. Ce que l'économie a fait est totalement sidérant, mais certainement pas parfait. Et il y a certainement des dimensions dans lesquelles il faut faire beaucoup, beaucoup mieux. En essayant de répondre à la question, l'économie peut-elle sauver? Alors apparemment, ça a changé de sauver à réparer. Je ne sais pas du tout s'il y a une différence entre les deux. Sauver le monde, j'ai eu deux réactions. La première, c'est que ça ressemble à une question à l'oral de l'ENA. On vous donne deux mots et puis on vous oblige à réfléchir aux interactions entre les deux, quelque chose de très abstrait. Et puis la deuxième, c'est que ça m'oblige de sortir de mon domaine d'expertise, qui est quelque chose que chacun d'entre nous devrait faire avec beaucoup de prudence. Je suis un macroéconomiste et la question est beaucoup plus large que ça. Et donc, je vais essayer d'y répondre, mais en étant conscient de mes limites sur les connaissances nécessaires à répondre. Donc, la première chose à dire, c'est l'organisation du système économique, c'est certainement ce qui a fait que le monde est infiniment plus riche aujourd'hui que dans le passé. Ça me paraît être une évidence. On peut penser que la médecine a eu à peu près autant d'effets, mais c'est vrai que le monde est infiniment plus riche qu'il ne l'était, et ça vient du fait qu'on a organisé l'économie, les transactions, de la manière dont on l'a fait. Si on réfléchit un peu à ce que l'organisation économique réussit à faire, il arrive à coordonner littéralement des milliards et des milliards de décisions individuelles sans que ce soit un chaos total. Et si vous réfléchissez à la complexité du problème, vous devez être sidéré par la capacité du système de prix à donner un résultat qui est raisonnable, où les entreprises produisent à peu près ce qu'elles doivent produire, où les incitations, les prix donnent des incitations aux entreprises à innover, à produire ce qu'il faut, etc. etc. Pour moi, c'est tout à fait sidérant. Sur le papier, la plupart, je crois que
quand on parle des économistes, il y a énormément de vues, mais je crois que la plupart des économistes pensent avoir collectivement une bonne idée de comment organiser, améliorer l'économie. Ce qui veut dire fondamentalement définir les rôles respectifs du marché et de l'État. Il est absolument évident que la combinaison optimale vient d'utiliser les deux dimensions de manière optimale. Je définirais ça, mais là on peut ne pas être d'accord sur la sémantique, comme trouver la meilleure forme de la démocratie sociale. Il me semble que c'est ça qui définit ce qu'est une bonne organisation économique. Alors, en pratique, ça veut dire toute une série de choses, toute une série de problèmes difficiles à conceptualiser et à résoudre. Donc, par exemple, pour prendre des exemples actuels, trouver l'équilibre entre les rendements d'échelle, la taille des entreprises et le pouvoir de monopole, qui est un problème qu'on est en train de voir vis-à-vis des grosses boîtes d'intelligence artificielle, par exemple, ou des grosses boîtes comme Amazon. C'est trouver l'équilibre entre le degré optimal de redistribution et la préservation des innovations, des incitations à innover, qui est également un problème infiniment difficile. Si on taxe trop, les gens cherchent moins, les entreprises font moins d'innovation. C'est établir les règles du commerce international. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, quand est-ce qu'on a le droit de mettre des tarifs, quand est-ce que c'est justifié, etc. C'est intervenir pour stabiliser l'économie, utiliser la politique monétaire, la politique budgétaire, de manière à faire que l'économie n'ait pas de grosse récession, de grosses bouffées d'inflation. Et sur tous ces sujets, il y a un progrès intellectuel absolument gigantesque en termes de définir quel est le problème, quelles sont les solutions potentielles. Et là, vraiment, je crois qu'on sait beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple parce que c'est l'exemple qui a motivé un peu cette session, qui est le climat. La richesse de l'analyse économique des mesures à prendre pour essayer de ralentir le réchauffement climatique ou maintenir la biodiversité, elle est énorme. Il y a énormément d'économistes qui travaillent dessus et il y a un large consensus sur l'ensemble de mesures, le portefeuille de mesures nécessaires à limiter l'augmentation de la température, par exemple. Je pense qu'on y reviendra. Mais là, si vous regardez le travail économique qui est fait derrière, je pense que si on appliquait les propositions des économistes, on arriverait probablement à stabiliser la situation, ou même peut-être éventuellement à l'améliorer. Donc, la première proposition, c'est non, les économistes ont largement les instruments nécessaires à peut-être pas sauver le monde, mais au moins à faire que l'économie se porte pas trop mal. Alors, deuxième partie de mes réflexions, c'est que ce qui est frappant quand on réfléchit à ces solutions, c'est qu'il y a presque toujours ce qu'on appelle en anglais un trade-off, et je n'ai pas trouvé quel est le mot, mais disons un compromis, un arbitrage entre faire ceci et faire cela. La solution optimale est presque toujours au milieu. On fait un peu de ceci, un peu de cela. C'est très rare qu'elle soit à l'extrême. Et donc, ce que ça amène, quand on recule d'un pas, ça amène en général à des positions que je définirais comme centristes. Alors, elles peuvent être centristes de gauche si on a des préférences plus de gauche, centristes de droite si on a des préférences plus de droite, mais elles sont centristes. Et à un moment, j'avais pensé créer un blog et le progrès que j'avais fait, c'était de trouver un titre. Je n'avais pas fait le reste. Et j'avais appelé le blog 5149. Il me semble que dans beaucoup de cas, la solution, c'est ça. Elle est juste au milieu, un peu à droite, un peu à gauche. Mais ce qui se passe au milieu, ce qui se passe aujourd'hui, et on le ressent tous, c'est un rejet du centrisme. Rejet du centrisme intellectuel, du centrisme politique. Quand je pense pas aux économistes, mais aux politiques, qui sont en charge de mettre en place les politiques qui existent. Par exemple, le blairisme, la stratégie de Blair est considérée comme totalement dépassée. Le macronisme, pour prendre un exemple
plus proche de nous est également vue comme une erreur et rejetée assez largement. Il y a une montée des extrêmes, là je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit de très nouveau, qui est presque générale en Europe. Il y a un pays qui semble peut-être avoir viré sa cutie, qui est l'Angleterre, après avoir passé par une période qu'on peut se considérer comme une période d'extrémisme. Mais de manière générale, il y a un rejet du centrisme, il y a un rejet de cette idée que les bonnes solutions sont au centre. La grande question, c'est pourquoi. Il y a certainement des éléments qui n'ont rien à voir avec l'économie, il y a de la colère qui vient d'autre part, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec l'économie. Alors, l'étape suivante, c'est, OK, qu'est-ce qui est derrière ce rejet du centrisme, à la fois ce que les économistes proposent et puis ce que les partis, disons, sociaux-démocrates proposent. Vous avez tous lu des dizaines d'explications potentielles, ceci, cela. Il me semble que on peut les résumer à deux grandes manières d'y réfléchir. La première, c'est que les économistes et puis les partis sociaux-démocrates au pouvoir n'ont pas délivré ce qu'ils promettaient. Il y avait une espèce de promesse d'économie stable, de distribution stable, etc., etc. Et le résultat a été que les gens se sont dit on n'y croit pas. Il me semble qu'il y a pas mal d'exemples là qui sont suggestifs. La croissance dans les 30 glorieuses était de l'ordre de 5-6% par an. Elle a ralenti à 1%. C'est senti comme un échec. Peut-être que les économistes ne pouvaient rien y faire, mais le fait est qu'on n'est pas du tout dans le même environnement qu'autrefois et que ça rend le problème de distribution, par exemple, beaucoup plus difficile à résoudre. Les économistes étaient assez optimistes en 2008, avant la crise financière, avant que la crise financière se produise, et montrent qu'il y avait des problèmes énormes à l'intérieur du système économique qui risquaient de le faire dérailler complètement. Je pense que dans cette explication-là, le reproche essentiel ou le rejet essentiel vient de l'attitude des économistes et peut-être des partis socialistes eux-mêmes vis-à-vis des aspects de distribution. Je crois que les économistes ont eu une vision un peu optimiste du problème de distribution en disant on va faire de l'efficacité, on va produire plus, et puis on redistribuera, mais ce n'est pas vraiment un problème. Par exemple, dans le cas du commerce international, la vue a été le commerce est bon pour les consommateurs, ce qu'il est certainement. Certaines personnes vont perdre, mais on va les dédommager, ça ne va pas être dramatique. Je pense que ça a été une erreur d'analyse. Donc, si on pense que c'est ça qui a généré cette colère contre le centre et le montée des extrêmes, c'est vraiment que les économistes n'ont pas délivré en termes de distribution. Et c'est par exemple la vue de mon collègue Thomas Piketty, qui pense que c'est ça le problème essentiel, c'est ça qui a créé la colère, le rejet, et c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir. Il y a une autre dimension, qui est une autre explication, qui est que non, les économistes et les partis sociaux-démocrates ont fait au mieux, mais ils n'ont pas répondu aux demandes de l'électorat. Et là, il me semble que la divergence essentielle, c'est sur l'immigration. Les économistes ont eu une approche un peu trop économique de l'immigration, en disant l'immigration c'est bon, ça va donner des emplois qui ne seraient pas pris par les gens qui habitent dans le pays au départ, ça va aider la société, en général c'est bon. Les sociodémocrates, c'est un peu différent, je crois, ont eu la même attitude parce qu'elles viennent de la gauche, très souvent, ou les partis sociodémocrates viennent de la gauche, et d'une certaine notion de bonheur universel, d'internationalisme, qui fait qu'il faut être assez généreux vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis des immigrants. Et ils ont donc pris une position qui était un peu en porte-à-faux par rapport aux préférences de leur électorat. Ça, cette interprétation-là, c'est l'interprétation du RN, en gros, qui est de dire
ce que nous avons offert en matière d'immigration est totalement inacceptable. Le RN ne rejette pas tellement le reste, mais la raison de la colère, elle vient de là. Donc, je crois que ce qu'on observe, c'est un résultat des deux forces. Quel est le problème principal? Est-ce que c'est la première explication ou la deuxième explication? Je crois que le fait qu'il y a une montée des extrêmes, mais une montée des extrêmes plus forte à droite qu'à gauche, me fait penser que l'immigration est tout de même quelque chose qui joue un rôle très important dans le rejet général. Alors, je termine, là on est dans des questions de politique très larges, avec quelques remarques. Qu'est-ce que doivent faire les économistes et qu'est-ce que doivent faire les partis sociaux-démocrates? Sur les économistes, je pense qu'on n'a pas été assez réaliste sur l'importance, on a trop insisté sur l'efficacité et pas assez sur la redistribution, ou la distribution. C'est assez frappant dans l'approche du commerce international, où on a dit ça va être formidable pour les consommateurs, sans se préoccuper trop de qui perdrait des boulots, etc. Il faut qu'on soit beaucoup plus réaliste là-dessus, et je pense qu'on a fait des progrès. Il y avait une espèce de document manifeste dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le Consensus de Washington, qui a été écrit il y a environ 20 ans, 25 ans, qui était efficacité, distribution, on s'en occupera après, en gros, je caricature. Il y a maintenant un nouveau manifeste, qui est la déclaration de Berlin, qui a été écrite il y a environ 6 mois, qui a une vue, qui essaie aussi de donner une vision générale et qui a une vue, à mon avis, beaucoup plus réaliste du problème. Donc voilà pour les économistes. Pour les partis sociaux-démocrates, il faut qu'ils écoutent les économistes, ce qui est très important, mais je crois qu'il faut également qu'ils réfléchissent à la position qu'ils ont sur l'immigration. Et là, je dis des choses qui sont absolument évidentes. Il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre la générosité et le réalisme. Mais pour les économistes, il me semble qu'on va dans la bonne direction. Il faut absolument qu'on réfléchisse plus à ces problèmes de distribution. Merci Olivier Blanchard. Donc réparer le monde, ça passe par une réflexion sur la distribution. Et l'immigration, dites-vous. À propos d'extrême, je vais rebondir et passer la parole à Esther Duflo. Esther, est-elle... Ouais, vous êtes là. Esther, 5 novembre, les États-Unis votent. Est-ce que c'est à cause... La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est à cause de l'économie que les électeurs se tournent vers les populistes et... Bonjour à toutes, bonjour à tous. 5 novembre, 5 heures du matin. Est-ce que je vais repartir peut-être du titre, est-ce que l'économie peut réparer le monde? Je pense que si l'économie peut réparer le monde, le mémo n'est pas passé, parce que c'est d'ailleurs Hélène Ray qui m'a introduit qui m'a montré ce sondage de YouGov justement au moment du Brexit, dont j'ai beaucoup fait usage par la suite, qui demandait aux participants leur confiance dans différents professionnels. Donc ça allait des hommes et des femmes politiques jusqu'aux médecins et aux infirmières. Et ce qui est trouvé, c'est que 90% des gens font confiance à leurs médecins, une grande partie des gens font confiance aux scientifiques, 25% des gens font confiance aux économistes. C'est le deuxième plus bas taux de confiance après les politiciens, qui ont la confiance la plus faible. 25% des gens font confiance aux économistes, pas en général, sur l'économie, sur leur propre domaine d'expertise. C'est un sondage qui a été fait au Royaume-Uni, où 50% des gens font confiance aux météorologues. Donc si en Angleterre, où prévoir le temps est plus des arts magiques que de la science, les gens font 2 fois plus confiance aux météorologues qu'aux économistes, on voit bien qu'il y a un énorme sujet de confiance. Et est-ce qu'il est... donc au minimum, le mémo n'est pas passé. Donc, un autre exemple de ça, bien sûr. Alors j'ai refait le même, j'étais tellement impressionnée par
par ce sondage que je l'ai refait aux États-Unis juste après la première élection de Donald Trump. Donc je l'ai refait en 2018 et j'ai trouvé exactement le même résultat. Et là, on en a un exemple maintenant ces jours-ci. Évidemment, il y a un consensus quasi complet, peut-être complet dans la profession économique pour dire qu'élire Donald Trump serait une mauvaise chose, pas en général, mais pour l'économie. Personne n'aime l'idée d'imposer des tarifs de 10% sur tous les biens ou le chaos qui viendrait d'essayer de renvoyer tous les immigrés chez eux le premier jour, ou les immigrés illégaux et peut-être plus dès le premier jour. Donc il y a une pétition des prix Nobel que j'ai signée, qui a été organisée par Joe Stiglitz. Il y a une pétition beaucoup plus large des économistes qui rassemble à peu près tout le monde. Donc ça c'est le premier point. Donc, les économistes pensent tous que pour l'économie, en tout cas c'est ce qu'ils disent, que pour l'économie, élire Trump, ce serait une mauvaise idée. Le deuxième point, c'est que la plupart des gens, la plupart des électeurs disent que ce qui les intéresse le plus dans les élections, c'est les problèmes économiques. Troisième chose, les indicateurs économiques sont plutôt bons à la fin de l'administration Biden, avec une inflation qui est revenue sous contrôle, avec des chiffres de chômage qui évidemment nous font rêver en France, avec une croissance économique qui est spectaculaire depuis plusieurs années. Donc économiquement, les choses vont plutôt bien dans ce pays, en tout cas au point de vue des indicateurs macroéconomiques. Et pourtant, donc l'économie telle qu'elle est ne va pas si mal que ça. Et pourtant, l'élection est 50-50, fil du rasoir au mieux. Et quand on demande aux gens à qui ils font confiance sur l'économie, ils font encore plus confiance à Donald Trump qu'à Kamala Harris. Donc on est quand même dans une situation étonnante, très très similaire, je pense, à celle que Hélène décrivait lors du Brexit, où les économistes ne sont pas écoutés, ou même pire. Moi, j'ai beaucoup hésité à signer cette pétition parce que j'ai pensé qu'une pétition signée par les économistes serait en fait contre-productive. Je me suis laissée persuader parce que Joe Stiglitz disait que la campagne le veut. Donc j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Mais il me semble que quand la profession économique dit quelque chose, les gens vont plutôt dans l'autre sens. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas... on n'arrive pas à faire passer le message, ou est-ce que le message passe mais il n'est pas écouté et n'est pas écouté et il n'est pas accepté? Et je pense que c'est beaucoup du deuxième. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par Luigi Zingales, qui vient de l'université de Chicago, et l'université de Chicago fait un panel qui demande aux économistes régulièrement leur opinion sur telle ou telle question. Et donc Luigi Zingales et ses co-auteurs ont pris un sujet, d'ailleurs c'est un sujet qui est en lien très étroit avec une des parties du monde qu'il faut réparer, c'est celle du climat, qui demande, on demandait à un panel d'électeurs potentiels si pour aider à mitiger le changement climatique, est-ce que vous pensez que ce serait mieux d'avoir une taxe carbone ou d'avoir des restrictions sur ce que peuvent faire par exemple les constructeurs automobiles, la manière dont ils peuvent construire les voitures pour qu'elles émettent moins, par exemple une interdiction des véhicules à essence, ce serait un exemple, ou au diesel. La plupart des économistes répondent qu'une taxe carbone est un meilleur instrument. La plupart des gens répondent qu'il faut des restrictions quantitatives et pas une taxe carbone. Donc ensuite, ce qu'ils font, c'est que la moitié du panel, ils leur demandent mais vous savez, la plupart des économistes pensent qu'une taxe carbone, ce serait mieux que des restrictions quantitatives. Et ensuite, ils leur posent cette question à nous. Donc la moitié des gens, on leur a rien dit du tout. L'autre moitié, on leur a rappelé la position des économistes. Et ça ne change rien. Ils disent ah oui, c'est gentil, c'est merci, mais quand même, ce serait quand même mieux d'avoir des restrictions quantitatives qu'une taxe carbone.
Ce qui montre bien que la question, c'est pas que le message ne passe pas, qu'on n'arrive pas à s'exprimer sur ce qui serait bien, ce qui serait pas bien. C'est que la perception est différente, et l'interprétation de Luigi Zingales de ces résultats, qui me paraît tout à fait appropriée, c'est que les économistes réfléchissent trop dans le cadre de leur modèle, ou de nos modèles, hein, je suis une économiste aussi, réfléchissent trop dans le cadre de nos modèles en se disant oui, on met d'abord une taxe carbone parce que c'est la manière la plus efficace de donner les incitations à tout le monde. Évidemment, ça va produire des problèmes ça va produire des effets redistributifs, il y aura des gagnants et des perdants, mais on peut toujours on peut toujours compenser ça après. On peut toujours s'assurer que les gagnants aident à compenser les perdants. Or, les gens, quand ils voient cette question, ils disent non, c'est une taxe carbone, elle vient directement de ma poche, et ils réfléchissent, ils ne pensent pas qu'ils pourront être compensés. Et est-ce que c'est parce qu'ils ne le pensent pas, est-ce qu'ils ont tort de ne pas le penser, ou est-ce qu'ils ont raison de ne pas le penser? Et malheureusement, s'ils regardent l'histoire récente de réformes qui, soi-disant, vont augmenter la taille du gâteau, et donc qui pourraient être redistribuées entre les gens, ils voient bien que ce n'est pas comme ça que ça s'est produit. Donc, par exemple, si on prend les États-Unis, un des énormes sujets de conflit, l'immigration en est un, ça ne fait absolument aucun doute, mais l'autre, c'est le commerce international, d'où d'ailleurs la mesure phare de Donald Trump d'essayer de remettre les États-Unis sous un bouclier de protection. Que ce soit les économistes ou les administrations successives, souvent démocrates, que ce soit celle de Clinton, celle d'Obama, se sont lancées avec beaucoup d'enthousiasme dans la libéralisation du commerce international, en se disant oui, ça va augmenter le bien-être de tout le monde, pas forcément directement, parce qu'il y aura des gagnants et des perdants. Aux États-Unis, on le sait, même dans nos modèles, que les perdants seront les gens qui sont plus pauvres, parce que ce sont les gens qui produisent le bien dans lequel on n'a pas d'avantage comparatif. Donc ça veut dire quoi en langage courant? Ça veut dire les gens qui travaillent à construire des meubles, les gens qui travaillent à construire des voitures, etc., seront perdants immédiatement, mais on peut les compenser. Bon, c'est vrai en principe, mais malheureusement, c'est pas vrai en pratique. Par exemple, simplement à nouveau dans la plomberie de la politique, quand la Chine a accédé à l'Organisation mondiale du commerce, on savait que ça produirait un désastre aux États-Unis sur le secteur industriel. Il y a même un instrument de politique économique qui permettrait, qui est là pour compenser ces personnes, qui s'appelle qui est un instrument de protection contre le commerce, protection contre les dislocations liées au commerce. C'est un instrument qui permet c'est une aide financière pour les gens qui ont perdu leur emploi à cause de la concurrence du commerce. Donc en principe, qui les aide, une augmentation de la durée du chômage, une subvention pour aller à l'université, de quoi se reformer, etc. Bon, donc c'est un ajustement, une aide pour l'ajustement au commerce. Donc cet instrument, il existe. Et non seulement il existe, mais il a été démontré qu'il est, pour ceux qui le reçoivent, efficace. Mais malheureusement, il a été absolument minuscule en termes de budget. Il y a extrêmement peu d'argent qui a été dévoué à ce mécanisme. Donc ça veut dire que les gens ont perdu, effectivement, en Caroline du Nord, dans les États qu'on regarde aujourd'hui avec angoisse pour les élections, les États du Michigan, par exemple, ont perdu énormément à cause de la concurrence du commerce international. Ça a été démontré, par exemple, par mon collègue David Autor et ses collègues, parce qu'ils sont moins mobiles que les économistes ne le pensaient, donc c'est un choc direct sur eux. C'est-à-dire c'est pas à la marge, le salaire baisse un petit peu,
comme ce serait dans nos modèles, c'est tout le monde déménager, trouver un autre emploi quand certains secteurs deviennent plus productifs que d'autres. C'est que les gens restent en place, les gens restent dans leur ville, ne déménagent pas, et du coup, les villes, certaines villes se sont littéralement effondrées. Face à cela, il n'y a pas du tout eu l'aide nécessaire pour que ça fonctionne. Et parce que j'en parlais avec un sénateur qui était au Sénat au moment où ça a été discuté, et il me disait, un sénateur démocrate, il me disait que ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pensé que ça pouvait être un problème. Ils ont toujours pensé que l'ajustement était marginal et qu'au final, ce serait complètement dominé par le fait qu'on aurait des vêtements moins chers, des meubles moins chers, etc. Et que les gens, voilà, s'ils ne peuvent plus construire de meubles en Caroline du Nord, ils peuvent toujours aller à New York pour travailler dans une boutique et qui les vend. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Donc il y a une espèce Peut-être, Esther, peut-être pour conclure, et ensuite on reviendra. Donc, cette détresse économique, je vais conclure absolument, cette détresse économique s'est transformée en une revendication culturelle, parce que c'était pas seulement un assaut sur la manière dont les gens vivaient, c'était aussi ça a conduit à des problèmes sociaux, ça a conduit à ce que Angus Deaton et Anne Keyes ont appelé les morts de désespoir, où littéralement les États-Unis sont un des seuls pays où la mortalité baisse, la mortalité augmente. Avant le Covid, la mortalité augmente au lieu de baisser. L'espérance de vie des hommes blancs baisse parce qu'il y a une très très forte mortalité due à l'alcool, aux opioïdes, etc. Vers les années 50. Donc on arrive à ce moment un peu étrange où Trump domine sur l'économie alors qu'il en parle très peu, et Harris est dominée alors qu'elle en parle tout le temps, et parce qu'elle se heurte à ces années de mépris, perçus ou réels, pour la détresse économique qui est devenue une détresse culturelle. Donc pour conclure, honnêtement, je pense que Harris a fait une campagne elle a fait tout ce qu'elle a pu. Étant donné ce qui a été donné, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas su engager les électeurs sur ces questions économiques. C'est clair qu'elle a toujours le désavantage sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Comment on répare le monde? Bon, si Trump gagne, God help us. Si Harris gagne, je pense qu'il est temps pour les économistes de retrousser nos manches et de nous impliquer dans la politique, de ne pas laisser la droite polie prendre le contrôle contre ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance de la redistribution, de la justice fiscale, de la protection sociale et de la plomberie, comme on a commencé au début, c'est-à-dire on peut avoir des idées qui, dans l'ensemble, sont correctes, mais que si on oublie la partie bah oui, il y aura des transferts pour compenser les gens, si on oublie de les mettre en place, ils ne vont pas se mettre en place tout seuls. Donc c'est là que je pense qu'il y a un rôle pour réparer le monde, c'est maintenant, avec une très très grande humilité, parce que jusqu'à maintenant, on a plutôt été... je suis un petit peu plus pessimiste qu'Olivier, disons, sur le rôle que la profession a joué. Des économistes. Merci Esther. Merci. Je pense qu'on reviendra dans le débat sur cette idée que les économistes devraient maintenant se retrousser les manches et s'impliquer dans la politique. Mais d'abord, l'intervention de Sergueï Gouriev à côté de moi. Sergueï, avec vous, on entre dans un outil économique. Est-ce que ça peut réparer le monde? Ce sont les sanctions économiques dont certains nous ont dit que c'était une guerre pour asphyxier la Russie et que ça allait arrêter la guerre, l'invasion ukrainienne. Et on est 2 ans plus tard, 2 ans et demi, vous entendez toutes ces critiques sur ces sanctions et c'est là que vous porte votre recherche. Merci beaucoup, Alexandra, de m'inviter. Et vraiment, je vais parler des sanctions. En fait, en russe, quand on parle de réparer le monde, en russe, le monde et la paix, c'est les mêmes mots. Et donc, en fait, le grand roman de Léo Tolstoï, c'est la guerre de la paix. Il y a des débats, en fait, si c'est la guerre de la paix ou c'est la guerre et le monde. Et donc, je vais parler de la guerre et de la paix. Et donc, la question, c'est si les économistes et les politiques économiques peuvent renforcer la paix et prévenir les guerres ou arrêter les guerres.
Et donc ça, c'est le sujet de la nouvelle discipline géoéconomie. Et pour les géoéconomistes, les spécialistes sur les sanctions, c'est un moment historique. Depuis 2022, nous avons vu nombre de sanctions sans précédent. En fait, l'Occident a introduit plusieurs fois plus de sanctions contre la Russie que les sanctions en vigueur ou qui ont été introduites avant contre tous les pays du monde entier ensemble. Donc, c'est une expérience naturelle géoéconomique. Nous avons aussi vu les nouveaux types de sanctions. Et je crois que nous avons appris trois choses. La première chose, c'était une décision correcte. Les sanctions devaient être introduites. La deuxième chose, oui, les sanctions n'ont pas arrêté la guerre, mais elles ont eu un impact majeur et important. Et troisième chose, les sanctions doivent être attendues, renforcées et appliquées plus strictement. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que les sanctions, l'objectif des sanctions, c'est arrêter la guerre. Mais en fait, l'objectif, c'est prévenir la guerre. Donc, c'est un mécanisme de dissuasion. En anglais, c'est deterrence. Donc, c'est les menaces des sanctions qui peuvent, en fait, prévenir les agents, acteurs malveillants pour prévenir et menacer l'impact majeur négatif sur l'économie. Donc, on a vu que le nombre de guerres en fait, a diminué au cours des dernières décennies. Et ce n'est pas facile et pas possible, en fait, de le prévoir. Mais peut-être les menaces des sanctions ont contribué à cet effet de diminution des violences dans les dernières décennies. Mais c'est pour cette raison-là, en année 2021, l'Occident a tenté de convaincre Poutine qu'il veut préparer plusieurs sanctions, des sanctions d'enfer, sanctions importantes. Mais une fois la guerre a commencé, déjà, la question est si c'est perdu et si ce n'est pas une bonne idée d'introduire les sanctions, que les menaces ont été échouées. Donc, pourquoi introduire des sanctions comme Hélène a dit, il y a des coûts, les sanctions imposent des coûts sur les pays occidentaux aussi. Même, en fait, comme c'est un mécanisme de dissuasion, il faut aussi appliquer l'engagement, commitment. Donc, si la violation des lois internationales n'est pas sanctionnée, cela sera observé par les autres acteurs malveillants potentiels et en fait, on va avoir plus de guerres dans l'avenir. Et donc, contrairement à l'Irak de Saddam Hussein, la Russie, c'est un pouvoir nucléaire et les sanctions économiques, c'est la seule punition réaliste. Deuxième chose, les sanctions vraiment fonctionnent. Donc, il y a des critiques qui, en fait, ont dit que les sanctions ont échoué parce que la guerre n'est pas arrêtée et l'économie russe n'est pas détruite. Mais ce n'est pas une bonne façon d'évaluer les politiques économiques. Conformément à l'appel d'Alexandra, les économistes doivent être réalistes, pragmatiques et rationnels comme dentistes ou comme plombiers. Et donc, il faut comparer l'impact des sanctions, pas à nos vœux pieux, wishful thinking, mais un scénario contrefactuel réaliste. Donc, imaginons qu'il n'y a pas de sanctions. Donc, imaginons qu'en année 2022, on n'ait pas imposé sanctions sur Poutine. Donc, la Russie aurait toujours accès à des centaines de milliards d'euros, de dollars de réserves souveraines. La Russie recevrait beaucoup plus de revenus pétroliers. Donc, juste pour vous dire un exemple de l'année dernière, 2023, juste après les sanctions pétrolières ont été introduites. Les sanctions pétrolières, en fait, ont commencé juste en décembre 2022. Donc, l'année 2023, Poutine a perdu cinquantaine de milliards d'euros, soit 3% du PIB annuel russe. Et ce n'est pas négligeable. Donc, si au taux courant, cinquantaine de milliards, c'est équivalent de recrutement de millions de soldats par an. Donc, c'est 3 fois qu'il est recruté chaque an parce qu'ils perdent et remplacent
environ 1000 soldats par jour. Donc, sans les sanctions, Poutine pourrait dépenser les argents des réserves souveraines ou les revenus pétroliers pour acheter équipements matériels militaires occidentaux. Et donc, sanctions technologiques sont importantes aussi pour limiter son accès à la technologie. Et donc, dans ce scénario où il n'y a pas de sanctions, je crois que l'issue, les résultats du champ de bataille seraient très différents. Et donc, je crois que sans les sanctions, la guerre aurait déjà pris fin, probablement, et pas dans les manières qu'on juge équitable et juste. Donc, Poutine a encore des ressources et la guerre continue, mais grâce aux sanctions, il est confronté à des contraintes budgétaires. Donc, son fonds souverain s'épuise et il est contraint d'augmenter les impôts, quelque chose qu'il a essayé d'éviter jusqu'à présent. Et donc, sanctions limitent les ressources dans ses poches pour investir dans les capacités militaires. Et donc, les sanctions, maintenant, à l'année 2024, sauvent des vies en Ukraine. Donc, pour cette raison-là, j'aborde mon troisième et dernier point, qui est l'Occident devra étendre et renforcer les sanctions pour réduire les revenus pétroliers de Poutine. Il faut sanctionner la flotte des pétroliers fantômes, les Shadow Tanker Fleet. C'est déjà commencé, déjà eu l'impact, mais il faut aller plus loin, il faut faire ça davantage. Il faut aussi utiliser les menaces des sanctions secondaires sur les banques et entreprises dans les pays tiers, la Chine, l'Inde, Turquie, Émirats, l'Asie centrale. Et ça a aussi déjà commencé. Et on a déjà vu que les menaces des sanctions secondaires rendent de plus en plus difficile et plus coûteux pour Poutine de financer sa guerre et importer des composants militaires. Donc certes, il va essayer de contourner les sanctions, bien sûr, mais avec chaque tour de sanctions et menaces de sanctions secondaires, contournement sera plus coûteux et donc pèsera davantage sur son budget. Donc, une fois de plus, si on utilise le dictum d'Alexandra de rester réaliste comme dentiste et pratique, et appliquer un raisonnement économique rationnel, on doit constater que les sanctions fonctionnent. Ce n'est pas une magie. On ne peut pas, avec les sanctions imposées par que moitié du monde, que Occident, on ne peut pas arrêter cette guerre, on ne peut pas détruire l'économie russe, mais à ce moment-là, les sanctions fonctionnent et elles sauvent des vies. Et donc, il faut les renforcer et appliquer plus strictement. Merci. Merci, Sergueï. Imaginons s'il n'y avait pas les sanctions, et puis on y reviendra sans doute aussi dans le débat, si elles ne fonctionnent pas de façon optimale, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des entreprises, des États qui les empêchent de fonctionner de façon optimale. Vous pouvez poser vos questions. Je passe la parole à présent à Béatrice Weder Di Mauro. On va parler du climat avec elle, mais d'abord, Béatrice, quand on dit économie, alors c'est vous qui l'avez soulevé ce matin, quand on dit économie en français, peut-être qu'il n'y a pas, l'économie peut-elle réparer le monde? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Vous avez dit, mais en français, c'est pas si clair. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Vous notez que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, et excusez, donc c'est ce que je fais avec la langue française, mais je crois que ce n'est pas un problème seulement en français, que l'économie, ce n'est pas qu'on a tous les mêmes idées sur ce qu'on parle. Il y a des gens qui pensent que l'économie, c'est surtout les entreprises privées. Ça, ce n'est pas du tout le concept qu'un économiste a quand il parle de l'économie. Mais il y a aussi une autre possible confusion qu'on dit l'économie, c'est l'économie du marché seulement. Encore, les économistes de la science économique, ce n'est pas comme ça qu'on l'enseigne dans les cours d'économie. Plutôt,
cette confusion, je trouve, entre économie et marché, et je le disais, ça existe aussi en autres langues, mais il est important parce que ça porte à penser que que les économistes pensent que le marché peut sauver tout. Pas seulement le monde, mais tout. et ça c'est pas vraiment l'idée des économistes, au moins pas des bons économistes. En effet, dans la science économique, dans un cours d'introduction, on enseigne qu'il existe des conditions dans lesquelles les marchés fonctionnent, c'est-à-dire ils vont allouer efficacement les ressources. Et on n'a pas beaucoup de ressources dans le monde, alors c'est bien de les alloquer dans une manière la plus efficace parce que ça fait la taille du gâteau plus grand. Mais il existe également des circonstances dans lesquelles les marchés échouent. C'est le cas nous l'appelons la défaillance des marchés. Et on comprend assez bien quand le marché quand on va avoir une défaillance de marché. Une des plus grandes de ces défaillances, c'est en effet le climat, le réchauffement climatique, et c'est une caractéristique du climat, de l'air et de l'atmosphère qui fait le problème. Le problème est que c'est un bien commun. L'atmosphère, elle est essentielle pour tous et toutes, et elle est complètement partagée. Personne ne peut s'en retirer. Bon, si vous allez faire la plonge, vous pouvez porter un peu d'air privé, ben, ça ne va pas durer. Et personne ne peut empêcher les autres vraiment à dégrader cette atmosphère qui va avoir encore des effets pour tous et toutes. Pour le monde, en effet. Alors, c'est un bien commun mondial et c'est un excellent exemple d'une défaite. La parole est défaillance de marché. Un autre exemple de défaillance de marché, c'est la perte de la biodiversité. C'est plus complexe parce que la biodiversité, il y a un certain aspect qui est un bien commun international et global, mais il y a aussi un aspect de bien public local. Par exemple, si prenons la croissance des mangroves, elle capture le carbone, alors ça c'est bien pour tout le monde, mais il protège aussi les villages et les côtiers, c'est un bénéfice local, et ils offrent de l'habitat essentiel pour beaucoup des espèces. Alors, quel est le problème quand on a l'air ou la biodiversité qui n'ont pas les propriétés dont le marché va automatiquement rendre le fonctionnement et le financement de ces goods possibles. Bon, il faut qu'il y ait une intervention du gouvernement pour régler ce marché. Il y en a beaucoup de manières de le faire et c'est ça encore que les économistes peuvent être utiles à dire comment le faire. Et par exemple, créer un marché pour financer les initiatives de conservation. Ce n'est pas simple, mais un bon exemple est qu'en Europe, on a créé un marché pour le carbone. Au niveau européen, c'est le ETS, European Trading System. C'est un système de quotas et droits d'émission que c'est seulement les grands polluters, comment est-ce qu'on dit pollueurs sont sujets à ce système. Mais si on regarde maintenant, ça a été introduit presque il y a 20 ans, si on regarde maintenant, c'était un grand succès. Avec ce système, il a permis à la communauté européenne de réduire les émissions de plus ou moins 2 gigatonnes à plus ou moins 1,1. Alors, on a presque
réduit les émissions par la moitié. Ce marché ne fonctionnait pas bien au début. En effet, si vous regardez le prix des certificats des émissions, et vous pouvez le regarder parce que avec votre téléphone, vous pouvez mettre ETS price et vous le verrez. Maintenant, il est plus ou moins, pour une tonne à carbone, il faut payer plus ou moins, ou les entreprises doivent payer en futur, quelque chose comme 60 ou 80 euros par tonne. Mais au début, le prix du marché était 0. Alors, si le prix est 0, ça veut dire que quelque chose ne marche pas très bien. Mais, mais des économistes ont été importants pour faire le meilleur design de ce marché. Alors, c'est un exemple comment on peut résoudre avec des stratégies intelligentes même des problèmes où le marché a une quelle parole, défaillance. Et je crois que je reste là. Merci beaucoup. Merci, merci. Et merci de la présentation en français, Béatrice. Dernier intervenant, Charles Weihmuller, chef économiste chez EDF. Avec vous, on va entrer encore plus dans le concret sur comment lutter contre le réchauffement climatique. Et après, il nous reste 53 minutes devant nous. Je vous ai promis que la dernière demi-heure sera consacrée à vos questions. Donc juste après Charles, le débat s'engage entre les intervenants. Merci Alexandra. Donc oui, merci d'une part pour l'invitation et d'autre part pour effectivement illustrer la problématique de cette table ronde sur les enjeux climatiques et du secteur de l'énergie. C'est clairement un bon cas d'application pour deux raisons. D'une part, je reviens à l'introduction d'Hélène sur réparer le monde. Réparer le monde, on voit bien que ça commence par préserver la planète, la biodiversité, les écosystèmes. Donc le climat, l'énergie, on est tout de suite un peu dans le cœur de la problématique. Au sens étymologique, je crois, Hélène Koussik, tu l'as rappelé, que si on en revient à économie, et ça permet de rebondir aussi sur la réflexion de Béatrice, économie, c'est préserver la maison commune, économia en grec. Donc, a priori, théoriquement, ça reste de la théorie et à ce stade, c'est très abstrait, l'économie n'a pas d'autre finalité que de préserver la maison commune, que de préserver la planète. Une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite redevenir beaucoup plus humble et revenir au niveau des dentistes et des plombiers d'Esther. Et donc se poser la question, très concrètement, comment est-ce que l'économie peut contribuer à préserver la planète? Et je vais juste développer 3 points, un peu 3 niveaux de contribution humble. D'une part, de la science économique, l'économie au sens science économique, analyse économique, les économistes. Ensuite, les règles économiques, rentrent un peu plus dans le concret et dans le monde réel de la mise en œuvre. Comment est-ce que les règles économiques peuvent contribuer à préserver la planète? Et enfin, les acteurs économiques, qu'est-ce que les entreprises? Je suis un peu l'entreprise de service sur la table ronde. Quel est le rôle qui peut être dévolu aux entreprises? Mais donc, pour commencer par la science économique, clairement, on est tous dans une phase un peu d'introspection de à quoi servent les économistes, et le monde de l'énergie n'y fait pas exception, parce que l'énergie a cela de sympa, si je puis dire, pour les économistes, que c'est relativement technique. L'énergie et le climat en général se met assez bien en équation. On adore faire des analyses technico-économiques sur les rendements, l'efficience énergétique, la façon de minimiser les coûts. Disons que l'énergie s'y prête assez bien. Cela étant, le problème est beaucoup plus multidimensionnel que cela. Et je citerai deux limites des modèles économiques en matière climatique, les plafonds et les planchers. D'une part, il y a des plafonds qui sont intrinsèques à la problématique, qui sont imposés par la géophysique, par les limites planétaires. Les ressources sont en stock fini, l'atmosphère est un bien fini aussi. Et cette finitude-là, on ne l'a pas dans nos modèles. Et donc, de facto, à la fois dans nos analyses économiques, dans notre modèle de société,
on a fait implicitement l'hypothèse qu'on pouvait asseoir notre croissance sur un accès infini à la ressource énergétique, ce qui n'est pas le cas. Et donc là, on a un premier challenge pour nos modèles, c'est intégrer ces plafonds liés aux limites planétaires. Et symétriquement, on a un sujet aussi sur les planchers, parce que l'énergie a aussi cela de spécifique, qu'on ne peut pas exclure qui que ce soit, n'importe quel individu, de l'accès à l'énergie. Parce que c'est un bien essentiel. Si vous n'avez pas accès à l'énergie, vous mourrez d'un point de vue physiologique, individuellement, et même collectivement. Là aussi, c'est assez intuitif que si vous privez une société telle qu'elle est organisée aujourd'hui d'accès à l'énergie, elle meurt collectivement, mais elle meurt quand même parce qu'elle n'est pas capable d'encaisser un blackout d'énergie. Donc ça crée un plancher dans nos modèles. On ne peut pas baisser la consommation énergétique en dessous d'un certain plancher. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à construire un modèle de société qui évolue dans ce donut-là entre les planchers des limites planétaires et les planchers les plafonds des limites planétaires et les planchers des biens essentiels. Une fois qu'on est conscient de ces limites, l'économie peut quand même être utile. Olivier l'a mentionné et surtout l'a beaucoup développé dans le rapport de la commission Blanchard-Tirole, parce que la boîte à outils des économistes est quand même très utile. J'en citerai qu'un, le coût d'abattement du CO2. C'est coûteux de décarboner l'économie. N'importe quelle action pour diminuer nos émissions de carbone a un coût en termes de ressources. C'est autant de ressources macroéconomiques qui ne pourront pas être utilisées à autre chose, à investir autre part, que ce soit dans l'école, l'éducation ou dans la consommation directe. Et ce coût-là, il faut bien le mesurer et l'estimer pour ensuite être efficace, être rationnel dans notre façon d'aborder le sujet. Et la façon d'aborder le sujet, c'est de décarboner l'économie en prenant les actions dont le coût d'abattement du CO2 est la plus faible, et ensuite de remonter ces courbes de coût d'abattement progressivement. Et donc ça, globalement, ça nous permet quand même de construire une stratégie de décarbonation qui vise à minimiser le coût de la transition énergétique, parce qu'une chose qu'on a appris aussi assez récemment grâce au rapport de la commission Blanchard-Tirole, grâce au rapport Pisani-Ferry-Selma Mahfouz, c'est que cette transition énergétique et écologique sera coûteuse. On sort complètement de la vision irénique, rose, keynésienne, ça va créer énormément d'activités d'emploi, ça on n'y croit plus du tout. Ce qui prédomine, ce sont les canaux de l'offre, ça sera coûteux, ça ne sera pas du tout sans effort, et donc autant que faire se peut, il faut minimiser ce coût agrégé de la transition climatique. Deuxième point, dans la mise en œuvre, parce qu'à partir de ça, le premier point, c'est qu'on arrive à construire une planification énergétique. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement français a extériorisé une nouvelle fois des documents de planification, de programmation pluriannuelle de l'énergie. Tout ça est utile et intéressant. Il faut avant tout bien en retenir un point un peu concret, là, parce qu'il s'agit d'être un peu concret, c'est qu'on pourra faire tout ce qu'on veut en termes de décarbonation de l'offre énergétique, et ça, globalement, les choses avancent au niveau français et au niveau européen, parce que les nouvelles sont plutôt bonnes sur la production d'énergie renouvelable, les éoliennes, le solaire et le nucléaire. Les deux sont essentiels et complémentaires. Mais si on décarbone l'offre énergétique sans avancer sur la décarbonation de la demande énergétique, on ne servira à rien. Et c'est ça notre gros point en ce moment de préoccupation, c'est d'avancer dans la décarbonation des usages. Pas seulement construire des centrales nucléaires, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, c'est aussi de rentrer chez les ménages, dans les industries, pour les accompagner et les faire basculer vers le véhicule électrique, vers la pompe à chaleur, vers la décarbonation des procédés industriels. Et ça, c'est beaucoup plus dur, parce que c'est beaucoup plus diffus, mais c'est absolument essentiel, et quelque part, ça doit être la première étape. Et donc, quand on vient à l'étape de la mise en œuvre, il faut absolument construire des règles économiques, parce que là, on ne peut pas se contenter d'une planification un peu théorique dans un modèle centralisé. Et donc là, on retrouve le trade-off et la combinaison d'Olivier entre l'État et le marché. Il y a clairement un sujet sur la position respective, d'une part du signal prix et d'autre part de la planification centralisée. Côté EDF, on est sorti, disons, là aussi d'un peu de l'utopie de la gestion totalement administrée. Ça, on est convaincu, de par l'expérience mondiale et y compris française, que c'est plus adapté à la complexité du sujet. Il y a une myriade de décisions à prendre, à la fois dans la consommation au quotidien, dans les choix d'investissement, qu'il faut absolument un signal prix
pour réguler tout ça, et notamment sur les marchés court terme. On n'a pas trouvé de meilleure solution qu'un signal prix de court terme. Le market design du marché d'électricité a été voué hégémonie ces dernières années, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. Les fondamentaux vont être de plus en plus volatiles parce qu'il y aura des jours avec du vent, il y aura des jours sans vent, il y aura des jours avec du soleil, il y aura des jours sans soleil. Et pour réguler tout ça, il va bien falloir un signal prix qui soit lui-même très réactif pour révéler la tension de l'équilibre offre-demande de court terme. Donc, il faut un signal prix. Par contre, ce n'est pas suffisant. Il faut compléter ça par, là, je ne serai pas trop long dans l'intérêt du temps, mais par des signaux prix de long terme, par des mécanismes de partage de risques pour dérisquer des investissements qui sont de plus en plus capex intensifs, de plus en plus gourmands en capital. On va réussir à économiser sur nos coûts variables, nos coûts du combustible au quotidien, mais il va falloir beaucoup plus investir dans le capital, parce qu'une centrale nucléaire, c'est gourmand en capital, parce que les éoliennes et le photovoltaïque, c'est gourmand en capital. Les véhicules électriques, les pompes à chaleur, c'est la même chose. Et donc, il faut créer des mécanismes de plus long terme. Et juste, peut-être pour finir, sur une grosse difficulté qu'on a quand même aussi dans nos modèles, c'est, Béatrice l'a mentionné, c'est que l'énergie, le climat, ce sont des biens communs. C'est non exclusif. On peut empêcher personne d'avoir accès à l'énergie, comme je disais. C'est rival parce que quand vous consommez de l'énergie, c'est autant d'énergie que quelqu'un d'autre ne pourra pas consommer. C'est une utopie, là aussi, de croire que l'énergie est illimitée. Même l'énergie dite renouvelable se confronte à un stock, parce qu'il y a toujours un stock de matières premières, de ressources, qui est fini en sous-jacent. Donc, c'est une finitude qu'il faut absolument intégrer. Il faut gérer ça comme un bien commun. Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. C'est que toute la littérature économique sur les communs incite à plus d'autogestion, plus de proximité et plus de gouvernance territoriale. Et mon dernier point, donc, c'est le rôle des entreprises dans tout ça. C'est qu'on voit bien qu'il y a quand même des allers-retours très compliqués à faire entre la macro, la planification énergétique très top-down, et la micro, l'émergence des solutions au plus près du terrain. Il y a un dernier exemple pour finir, c'est typiquement, je citais l'électrification des usages, typiquement le véhicule électrique, c'est absolument essentiel si on veut réussir notre stratégie de décarbonation. Ça, c'est la vision un peu macro dans la planification. L'équivalent côté micro, c'est d'arriver à convaincre les ménages de basculer au véhicule électrique et ensuite d'optimiser leurs usages de transport par les mobilités douces. Les journées économiques sont exemplaires à ce titre, et dans le covoiturage, le partage de véhicules. Et donc là, juste pour finir par un exemple sorti du chapeau EDF, on a des solutions de partage de flotte de véhicules d'entreprise qui précisément cherchent à mutualiser ces ressources-là et à les optimiser. Donc c'est un bon exemple où l'économiste, un peu comme un plombier, optimise à son humble niveau, mais est bien conscient qu'il fait seulement une partie du chemin, et que c'est clairement un très gros challenge, qu'on n'y arrivera clairement pas tout seul, nous les économistes. Merci Charles. On va se donner, si vous voulez bien, un quart d'heure de débat entre vous, et puis c'est ce qui nous reste, et puis 25 minutes pour les questions de la salle. Je ne sais pas si quelqu'un veut tout de suite rebondir sur ce que vous avez dit les uns et les autres. Il me semble que dans votre propos, il y a eu la question de... Il y a eu d'abord pas un mea culpa, mais quand même l'idée, vous vous êtes dit qu'il y avait certains domaines dans lesquels l'économie peut-être avait été, où les économistes n'avaient pas eu une perception adéquate. Je pense à la redistribution, peut-être les limites planétaires, par exemple, l'immigration, a dit Olivier Blanchard. Et puis dans tout ce que vous avez dit, il me semble qu'il y a des obstacles que vous citez qui sont... il faut embarquer le citoyen et il faut arriver à ce que le politique se saisisse de nos outils. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer ? Est-ce que comme Esther Duflo, vous êtes tous d'accord pour dire que pour réparer le monde, les économistes devraient faire de la politique ? Je lance ça, mais vous pouvez rebondir sur autre chose. Allez-y, qui veut prendre la parole ? Olivier Blanchard, qui a touché son micro. Non, je crois qu'on n'est pas obligé de faire de la politique, mais il faut en effet parler aux politiques. Ça, c'est très clair. Les politiques n'ont pas le temps de la réflexion de la même façon que nous l'avons. Et je pense en général qu'on peut en effet
Il faut vraiment que je mange le micro. Okay. Non, le point était très simple, je crois qu'il faut que les économistes soient prêts à parler aux politiques et que les politiques soient prêts à écouter les économistes. Et de ce point de vue-là, on peut faire mieux aux deux marges. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui, Sergueï Gouriev. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être impliqué dans les politiques économiques pour réparer le monde. Et aussi, il faut rester très clair. Esther a parlé par rapport à un message. Parfois, on utilise les langues, le jargon qui n'est pas trop clair. Je veux utiliser l'exemple de l'inflation évoqué par Hélène, parce que maintenant, on fête les victoires sur l'inflation. L'inflation a diminué, surtout aux États-Unis, et les banques centrales sont très, très contentes. Mais les gens dans les rues ne sont pas contents, parce qu'ils regardent le pouvoir d'achat. Il y a des différences entre l'inflation, qui est le taux de changement de prix, qui est maintenant plutôt réduit, limité, et le pouvoir d'achat, qui en fait est une chose qui est liée au niveau de prix. Et donc, les chocs de l'invasion russe, les autres chocs réels, c'est les chocs qui finalement ont pris en compte par rapport au pouvoir d'achat. Et c'est ça que les électeurs américains ne sont pas contents. Par rapport à ça, ils ne sont pas contents. Donc il faut garder en tête les vraies préoccupations des électeurs et pas utiliser les langues, les jargons des économistes, des papiers académiques. Il faut garder en tête que les gens, en fait, sont très, très préoccupés par le pouvoir d'achat et pas les conceptions abstraites. Hélène. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on était tous, en fait, assez d'accord sur le fait que l'économie avait des méthodologies et beaucoup de choses à dire sur le monde réel. On a eu des magnifiques exemples, que ce soit bien développé du point de vue sanctions, du point de vue climat, etc. Mais Esther nous a dit, quand les économistes parlent, les gens n'écoutent pas. Et elle s'est basée sur cette étude de Luigi Zingales. Mais je ne suis pas complètement sûre que ce soit un résultat qui est totalement général, parce qu'on a aussi d'autres études économiques sur les sondages, en particulier faites par Stéphanie Stancheva, qui a fait énormément de sondages, et qui montrent qu'il y a beaucoup de faits qui sont totalement mal perçus, au sens où vraiment il y a des ordres de grandeur qui sont perçus par les gens et qui ne sont pas corroborés par des statistiques. Alors c'est vrai dans les domaines de l'immigration, les pourcentages de migrants dans les populations, les contributions des migrants à l'activité économique. C'est vrai aussi dans les perceptions sur la mobilité sociale. Il y a des études fascinantes sur la perception de la mobilité sociale en Europe et la perception de la mobilité sociale aux États-Unis, qui montrent qu'elle est surestimée aux États-Unis et sous-estimée en Europe par les gens. C'est vrai aussi que quand les gens parlent de l'inflation, ça c'est, je suis tout à fait d'accord avec Sergueï, ils pensent aux prix. Ils se souviennent des prix avant le Covid et les prix sont toujours plus élevés. Donc on nous dit que l'inflation, mais l'inflation c'était d'aller de ce prix-là à ce prix-là. Et l'inflation maintenant n'est pas négative, elle est juste retournée à 2%. Mais pendant cette période aussi, les salaires ont augmenté. Donc c'est un nombre de faits qu'il faut rappeler, qu'il faut communiquer. Et là, donc c'est notre travail de communiquer mieux, mais je rappelle aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui contribuent à donner des faux faits, des faits alternatifs, et qui rendent notre travail plus difficile. Donc il faut absolument que nous, on apprenne à contrecarrer ces fake news qui prolifèrent, et qui prolifèrent justement sur ce type de sujet, l'immigration, etc. Béatrice Weder-Di Mauro veut intervenir, puis Olivier Blanchard. Je pensais seulement voulais donner un exemple de quelque chose que s'est passé dans mon passé quand j'étais dans le conseil des experts du gouvernement allemand. J'étais membre de cela et ça parle du rapport
avec les économistes. C'était un ministre allemand, je ne vais pas dire le nom, mais on a parlé de ça, que c'est difficile de faire confiance aux économistes parce qu'on ne peut pas leur faire confiance et aussi parce qu'ils disent toujours, ils disent pas tout la même chose. Non? Il y a souvent un économiste qui dit quelque chose et un autre qui dit une autre chose. Alors c'est vrai, on ne dit pas toujours la même chose. On a aussi des différentes approches et modèles et des conseils. Mais si on ne veut pas, et ça c'était la question avec ce ministre-là, alors si vous ne voulez pas le conseil des économistes, alors qui est-ce que vous voulez, vous voudriez croire? Et je me regardais, nous regardions qui étaient dans la chambre, et c'était tous des lawyers. Avocats. alors si à la fin, c'est les avocats qui étudient la loi, c'est eux qui font les lois plutôt que les économistes, ça peut-être, ça fait partie des problèmes, au moins en Allemagne. Olivier Blanchard, et juste après Olivier, Esther nous fait signe et voudrait répondre à Hélène. Ok, je vais renforcer ce que Béatrice vient de dire. Il me semble qu'il y a... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de succès qu'on devrait en avoir comme... Vous avez appris. Pas autant de succès qu'on devrait en avoir comme économiste. Je pense qu'il y a au moins deux choses. La première, c'est quelque chose que j'ai dit avant, c'est que les réponses qu'on donne sont souvent complexes. Donc, par exemple, si on regarde le débat sur les tarifs aux États-Unis, Trump a une réponse très simple. Les tarifs, ça fait tout, c'est parfait. Nous, on dit non, c'est plus compliqué que ça dépend de la pente de l'offre, ça dépend de la pente de demande, ça dépend... Et ça passe beaucoup moins bien, presque par nature. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième, c'est en effet, quand on dit les économistes sont d'accord sur, c'est rarement le cas. Il y a une cacophonie. Elle vient, à mon avis, de deux choses différentes. D'abord, l'économie est une science sociale. Ça veut dire qu'on arrive à l'économie avec ses propres valeurs. On est plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite, avec des idées différentes sur le degré de redistribution qui est raisonnable ou pas. Donc on arrive, même si on est d'accord sur les analyses et sur les faits, à des positions assez différentes. Et ça, on le voit. L'autre, qui est plus ennuyeux, c'est qu'il y a entrée libre dans la profession d'économiste. Quand on parle de biologie, les gens hésitent à dire n'importe quoi parce que ils pigent pas. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui pensent savoir l'économie sans l'avoir étudiée. Et ces gens-là, finalement, ont droit au chapitre, parlent sur les social media, et le résultat, c'est, là encore, des analyses complètement inexactes. Je crois qu'il y a un mélange de tout ça. Mais en effet, les chiffres que Esther a donnés sont un peu terrorisants. Esther, justement, est-ce que... Je sais qu'elle veut intervenir. Est-ce qu'on peut avoir Esther? Oui. Esther, on vous écoute. Oui. Vous voulez rebondir à ce qu'a dit Hélène, n'est-ce pas? Oui, mais je vais commencer par... on connaît beaucoup la citation de Keynes sur les dentistes. On connaît aussi celle de Truman sur les économistes qui disent donnez-moi un économiste qui n'a qu'une seule main, parce qu'il y a cette expression qui dit on the one hand, on the other hand. cette subtilité qui fait que les choses ne sont pas forcément aussi simples, on aimerait qu'elles soient, nous pose problème. Et je crois que c'est justement ma lecture des travaux excellents d'ailleurs de Stéphanie Stancieva. C'est justement que les gens n'écoutent absolument pas. Effectivement, ils ont des mauvaises... Ils ont pas forcément des représentations précises, même d'un certain nombre de faits concrets. Ensuite, disons, le travail de Stéphanie, en général, lui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre ça. Ensuite, elle donne aux gens elle corrige l'information et ensuite elle essaye d'élucider à la fois leurs opinions après avoir reçu ces nouvelles informations correctes, par exemple sur la mobilité, sur la migration, sur la redistribution, etc., sur tous les sujets sur lesquels elle travaille. Et ensuite,
de voir si ça change, par exemple, la manière dont ils ont envie de voter ou d'autres actions. Et en fait, ce qu'elle trouve, c'est qu'on n'arrive pas du tout à faire... dans ces sondages qui sont liés justement à ces corrections, elle n'arrive pas du tout à faire bouger les opinions des gens. Chose qui a d'ailleurs été... Sergueï parlait des fake news et il a montré dans ses travaux à lui-même, avec d'autres, à quel point c'est très difficile de corriger les fake news. Et que quand au moins dans certaines circonstances, quand on essaye de corriger par exemple les fake news répandues par Marine Le Pen sur l'immigration, on arrive à changer ce que les gens répètent, c'est-à-dire le fait lui-même, mais pas l'implication sur leur comportement qui est « Oh, elle m'a juste effrayé sur l'immigration » ou « Ces faits que vous m'avez rappelés m'ont effrayé sur l'immigration », bien que je sois capable de vous répéter le fait correct, mon inquiétude reste et en fait ça me rend encore plus, ça me donne encore plus envie de voter pour elle donc on voit bien pour elle et contre l'immigration. Donc on voit bien qu'il y a l'idée, il faut juste qu'on s'exprime plus clairement. Je pense que c'est très très difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut être impliqué dans la politique. Pas forcément, ça ne veut pas dire d'aller se faire élire. Ça veut dire, il y a plein de courroies. En fait, ce qui manque, c'est pas tellement le travail des économistes qui est maintenant extrêmement divers sur tout un tas de sujets qui couvrent tout l'étendue des positions politiques, avec beaucoup de subtilité. Et justement qui est traduit par cette diversité. Mais ce qui manque, en fait, c'est les courroies de transmission qui sont où les choses se simplifient à l'extrême quand elles deviennent des politiques. En partie, comme Béatrice l'a rappelé, parce qu'ensuite les politiques sont écrites par des avocats. Je crois qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'il n'y avait aucun économiste dans l'équipe de Harris en ce moment, que c'était tous des avocats. Bon, forcément, elle est avocate elle-même, donc c'est pas étonnant. C'est en France, peut-être que ça nous intéresserait de savoir. Merci Esther. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou est-ce qu'on passe aux questions? Alors, sur cette... Question, let's go, question. Alors, justement, ce qui manque pour embarquer les gens, je vais essayer de les poser, il y en a dans tous les sens, j'en ai beaucoup sur les sanctions, j'en ai beaucoup sur comment on embarque les citoyens. Alors, je les ai notés. Il y en a une qui commence par et qui s'adresse à Charles Weihmuller. En gros, la question, est-ce que je vais arriver à la retrouver? C'est qui va payer? On veut bien vous écouter, voilà, c'est très bien tout ça en théorie, mais qui va payer? Pour réparer la planète, il faut acheter des voitures électriques, des pompes à chaleur, mais qui va payer? Est-ce que c'est pas ça le sujet? Comme la redistribution, tiens, je vais l'allier avec une autre question qui est... est-ce que le problème de la redistribution, c'est que, ou est-ce que je l'ai marqué, celle-ci, il faut taxer pour financer cette redistribution, et là, on a encore un obstacle. Qui veut répondre? Charles, peut-être. Je peux essayer, mais ensuite, avec l'aide notamment de Béatrice et d'Olivier, d'Hélène, et de tous. Donc oui, j'admets que cette présentation des choses est assez théorique. Elle a le mérite quand même de clarifier, disons, la méthode d'analyse et le séquencement. Donc je persiste à penser que c'est bien de commencer par une approche qu'on appelle coût-système, où on cherche à se poser la question du coût total, complet, tout compris, à la fois les coûts fixes, les coûts variables, donc l'investissement, le coût au quotidien de tout le système énergétique. Donc avoir cette approche-là qui nécessite déjà de tout modéliser. C'est pas totalement simple non plus. Il faut construire toutes les courbes d'offres, de demande en sous-jacent. Et sur la base de ce travail-là agrégé, autant que faire se peut, comme je disais, c'est utile de chercher à minimiser le coût du système. Donc quand je parle autant de véhicules électriques, de pompes à chaleur, ce n'est pas juste une lubie d'EDF, c'est parce que c'est prouvé d'un point de vue rationnel, donc dans le dur des chiffres, que ça permet des gains de plus de 2/3 de consommation énergétique. Donc c'est extrêmement efficace d'un point de vue énergétique. Quand vous basculez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, vous économisez 2/3 de votre consommation énergétique et donc de votre facture. Donc rien que ça, c'est comme un gain économique sonnant et trébuchant. Néanmoins, ça sera coûteux, effectivement, notamment à l'étape des investissements.
Donc il faut déjà commencer par les investissements les plus efficaces. C'est certes coûteux, mais c'est moins coûteux que se lancer dans des paris technologiques un petit peu hasardeux, et je ne les citerai pas voilà, pour ne pas stigmatiser qui que ce soit, mais on voit bien que pour positiver, il y a des sans regrets, comme on dit, typiquement véhicules électriques, pompes à chaleur, décarbonation de l'industrie. Et dans une deuxième étape, une fois que vous avez minimisé le coût agrégé de la transition écologique, vous pouvez vous poser la question de la redistribution, du burden sharing. Et donc ça, effectivement, j'avoue que là, j'ai été totalement sec. J'ai rien dit sur le burden sharing. Alors, le burden sharing, c'est la répartition du coût. Voilà. Et donc là, globalement, ça peut être le consommateur d'énergie, donc le ménage, l'industrie. Normalement, quelque part, il sera gagnant à terme. Typiquement, ce genre de bascule, vous allez économiser tous les ans parce que vous ne payerez plus votre facture d'essence, vous paierez juste votre facture d'électricité qui sera beaucoup moins chère. Donc à terme, vous êtes gagnant. Par contre, à très court terme, surtout si vous êtes des contraintes de liquidité, ce n'est pas évident de financer de tels investissements. C'est pour ça que les pouvoirs publics ne nous ont pas attendus, enfin, au sens où là il y a bien toute une réflexion et mise en vigueur sur des aides, et le bonus écologique, c'est utile, et tout type d'aide à l'investissement pour faciliter le financement, déjà en liquidité, mais même en solvabilité, potentiellement pour faire des subventions. En tout cas, on pense que c'est plus utile 1 euro, au point où on en est, en France et en Europe, 1 euro d'argent public est mieux investi pour financer, aider les ménages à financer une pompe à chaleur avec électrique qu'une éolienne supplémentaire. Je suis un petit peu provocateur en disant ça, mais on le pense assez sincèrement. Mais du coup, ça, c'est du choix politique, pardon. Oui. Du coup, c'est du choix politique. C'est avant tout un choix technico-économique, parce que politiquement, typiquement EDF notamment, est toujours aussi favorable aux énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, nucléaire. Mais on pense, d'un point de vue technique, que c'est plus utile aujourd'hui d'aider à la décarbonisation des usages que continuer à déployer de l'offre énergétique décarbonée. Donc qui va payer? Je suis d'accord que c'est un choix politique, ça me dépasse clairement, mais globalement ça peut être le consommateur d'énergie, le producteur d'énergie, on peut le faire payer, on voit bien tout le débat sur EDF, mais il faut être bien conscient qu'il a besoin d'investir. Et après, on est très décomplexé, parce que vu qu'on est 100% public, si l'État nous prélève, enfin, c'est vraiment poche gauche, poche droite. Donc c'est globalement les finances publiques. Et sinon, il y a l'extérieur. Donc ça, c'est tout le sujet qui a été abordé sur la politique commerciale. Et il faut des mécanismes d'ajustement aux frontières pour un vrai level playing field commercial. L'économie qui répare... J'avance parce que... Ouais. Sur la redistribution, justement, j'allais rappeler la question, peut-être. Non, j'allais alors, ok. à Charles-Henri. C'était un des défis, en effet, de la commission Blanchard-Tirole. La réponse, c'est on va tous payer. Les contribuables, les consommateurs, les entreprises, les gens dans le futur, etc. Oui, je me rapproche du micro de nouveau. Dire qu'on va être gagnant, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'on va être gagnant par rapport à ce qui se passerait si on ne faisait rien. Et éventuellement, ce serait catastrophique. Mais ça va être coûteux. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur ce thème que tu as développé au départ. C'est une transition qui est coûteuse. Et il y a 2 problèmes de distribution, là. C'est les pauvres, qui consomment plus d'énergie, si par exemple, ils ont besoin de leur voiture pour aller au boulot. Au niveau national, il y a des tas de questions de distribution qu'il faut résoudre pour faire passer le reste du programme. Et puis, au niveau international, il est clair que les pays pauvres, dont on a énormément besoin dans cet effort, n'ont pas les moyens de le faire. Et là, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose si on ne les aide pas? Et il me semble que là, la réponse, c'est qu'il faut les aider, idéalement financièrement, mais pour le moment, il n'y a pas le courage politique de le faire, mais par exemple en leur donnant les technologies qu'on développe en Europe gratuitement. Il me semble qu'il y a un moyen de le faire, mais sans les aider eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et il me semble que ça, c'est très important. Avant peut-être de passer aux sanctions, Esther Duflo a réfléchi sur comment, justement, si vous êtes encore là, Esther, comment aider les pays pauvres et qu'est-ce qui pourrait convaincre les riches de... Il y a 2 sujets de distribution. Il y a un sujet interne, c'est celui dont parlait Charles-Henri et Olivier juste maintenant, je pense, et un sujet international. Et les deux sont compliqués.
Le sujet interne, c'est justement c'est celui qui a conduit à l'explosion initiale des Gilets jaunes et qui conduirait à des choses similaires si on n'était pas absolument clair sur la manière dont on aide les personnes les plus pauvres qui dépensent plus d'énergie et qui ont, relativement à leur budget, à s'adapter. La question internationale, elle est la suivante, c'est que les dommages liés au changement climatique qui ont déjà commencé sont disproportionnés dans les pays les plus pauvres, qui sont dans des endroits où il fait déjà chaud et dans des endroits où ni les gouvernements ni les individus ne peuvent se protéger contre les températures. Et donc il y a un énorme sujet de redistribution internationale parce que les émissions sont produites historiquement et aujourd'hui encore essentiellement dans les pays riches, mais les dommages ont lieu essentiellement dans les pays pauvres. Et cette redistribution internationale est très mal vue forcément, parce que comme l'a rappelé Olivier, les gens n'aiment pas trop se préoccuper de leur prochain si leur prochain est un peu loin. Donc il est absolument essentiel qu'on reconnaisse d'abord cette inégalité des dommages et des émissions et qu'ensuite on soit pragmatique sur comment y remédier. Et une des raisons pour lesquelles il va falloir qu'on pense à y remédier, c'est que sans des signes du sérieux à remédier de cette manière-là, les pays qui sont aujourd'hui les économies moyennes, comme l'Inde, comme le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres dans le futur qui s'enrichiront, vont refuser de contribuer à la mitigation du changement climatique. Or, si aujourd'hui nous sommes responsables de la majorité des émissions, dans le futur ce ne sera pas vrai. D'ici la fin du siècle, la majorité des émissions auront lieu à l'extérieur de l'OCDE, dans les pays qui sont pauvres aujourd'hui. Donc il faut dès aujourd'hui les embarquer dans ce processus d'une planète commune, même de notre point de vue, de notre intérêt bien compris. Et ça ne se fera pas si on ne donne pas des vrais signes qu'on est prêt à travailler ensemble, non seulement sur la mitigation, mais aussi sur la compensation et l'adaptation. C'est pour ça qu'il est nécessaire de trouver comment aider à financer cette adaptation, sans faire du mal aux personnes les plus pauvres dans les pays riches. D'où la nécessité de repenser notre système fiscal à l'intérieur des pays riches. Merci Esther. Donc, moi j'ai appris ça, en effet, cette semaine. À la fin du siècle, la pollution viendra essentiellement, ça ne sera plus nous. Ça sera, si on ne leur donne pas les moyens de faire leur transition, dans les pays les moins développés aujourd'hui. J'arrive aux questions de sanctions et je me tourne vers Sergueï Gouriev. Alors, plein de questions sur les sanctions contre la Russie, des questions sur l'opinion du peuple russe. Est-ce que ça déclenche une prise de conscience ou au contraire, est-ce que ça braque l'opinion du peuple russe? Deuxième question, mais comment est-ce que vous pouvez évaluer avec efficacité, avec sérieux, l'efficacité des sanctions, puisqu'on ne peut pas vraiment avoir confiance dans les statistiques communiquées par le Kremlin? Et puis il y a évidemment la question de, bon et maintenant vous nous avez dit, il y a des bateaux fantômes, des entreprises qui financent, des États qui ferment les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Pour que l'économie répare. Ouais, en fait, comme political economist, comme quelqu'un qui étudie l'opinion publique, je peux vous dire qu'on n'a pas de données fiables sur les opinions publiques en Russie. Donc c'est très clair, c'est comme à l'Union soviétique, les gens ont peur de parler ouvertement. Donc pour les conversations qu'on a aujourd'hui ici, en Russie, c'est 10 ans de prison fermée, quoi. Donc quand quelqu'un vous appelle et dit qu'est-ce que est votre opinion sur la guerre, sur les sanctions, vous déclenchez. Donc c'est les réponses rationnelles. Donc j'ai essayé de parler aux sociologues et politologues russes qui continuent d'appeler les gens et faire les sondages. Et donc, j'ai proposé poser les questions en direct. Par exemple, pour vous, on a des contraintes budgétaires. Qu'est-ce qui est votre priorité sur les dépenses budgétaires russes? Éducation, santé ou la guerre, les polices? Et la majorité des Russes préfèrent éducation, santé et pas la guerre, pas les militaires. Donc c'est un
un tiers des Russes qui préfèrent de dépenser plus de budget sur les dépenses militaires. Donc, c'est ça l'opinion russe. L'autre témoignage, c'est le montant d'argent que Poutine doit dépenser pour recruter les soldats. Il n'y a pas de volontaires. Personne ne veut aller là et Poutine doit chercher les gens dans les régions les plus pauvres et payer 10 fois le salaire moyen de recruter des soldats. Et en plus, maintenant, il a recruté des soldats coréens du Nord. Donc, il y a dizaines de mille de soldats coréens du Nord parce qu'ils sont plus pauvres que les Russes dans les régions les plus pauvres russes. Donc, il doit payer plus en plus en plus parce que la guerre n'est pas trop populaire. Donc, c'est ça les revealed preference. Parfois, les sondages nous ont dit que les Russes soutiennent la guerre, mais en fait, pas vraiment. Sur le sujet des statistiques économiques, donc les choses qui est très importante, une fois on regarde les dynamiques des PIB russes, et c'est pas trop fiable dans les pays en guerre. Parce que quand on produit les chars, le matériel militaire, ce matériel est brûlé dans les chambres ukrainiennes, c'est un PIB, contribution à PIB, valeur ajoutée dans les statistiques économiques, mais pour la vie économique, pour les résultats économiques, il ne serait rien. Et donc, la croissance économique par 3%, c'est juste augmentation par 3% de PIB des dépenses militaires en Russie. Donc, c'est vraiment misleading, c'est un peu comme illusion, quoi. Mais sur les autres indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont classés maintenant. Et Hélène a parlé des économistes qui en fait ont utilisé les données futées, les data leaks sur services douane russe. Et donc, on a regardé les données fuitées et on a étudié beaucoup sur les flots fantômes, vaisseaux fantômes, et c'était très important. C'était vraiment les vrais arts économiques, les vrais bricolages économiques, plombiers économiques, où on a vraiment identifié les vaisseaux pour les sanctionner. Les pétroliers qui sont sous pavillon, non pas russe, mais par exemple gabonais. Oui, exactement, grec aussi. Et qui transportent le pétrole russe, exactement, permettant ainsi à la Russie. Exactement. Donc, mais surtout, comme je dis, sur les revealed preference, Poutine a dit on sanctionne ne sert à rien, mais il devait augmenter les impôts. Donc, il fait face aux contraintes budgétaires. Et je crois qu'il attend des résultats des élections américaines et après, on va voir s'il est prêt de diminuer l'intensité de la guerre. Parce qu'il n'y a pas de ressources illimitées. Donc, il y a des limites. Et si on augmente les sanctions, on renforce les sanctions, il va être forcé de diminuer l'intensité des actions militaires. Merci. Alors, une dernière question, il nous reste 5 minutes. C'est la question de réparer le monde et puis en abîmer une petite partie en même temps. Une question à 12h16. Je reviens au climat. Et aujourd'hui, il me semble que c'est d'actualité. La politique verte actuelle ne risque-t-elle pas de tuer l'industrie automobile européenne ? Donc comment est-ce qu'on fait quand on veut réparer le monde, quand l'économie peut réparer le monde et en même temps elle va abîmer une autre partie d'elle-même? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'humilité. Charles, Béatrice, comme vous voulez, il vous reste 5 minutes à vous deux, à vous partager. Très brièvement, enfin, on est conscient notamment que c'est vraiment le débat du moment, enfin, notamment à Bruxelles. La nouvelle Commission européenne s'en saisit vraiment, que là aussi, pour en revenir au trade-off d'Olivier, un trade-off quand même assez clair, même si on peut positiver, chercher à aligner, dire que la politique verte peut être aussi une politique industrielle. À court terme, il y a quand même beaucoup de compromis à trouver. Quand vous demandez à décarboner, c'est plus coûteux. Si vous êtes en concurrence internationale et que vous n'avez pas de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières suffisamment dissuasif, les industries délocalisent. C'est aussi triste que ça, enfin, c'est aussi réaliste
et clinique que ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver donc les bons équilibres, assumer l'ambition climatique. Et donc à partir du moment où l'Europe veut être carbone neutre en carbone à 2050, quelque part il faut l'assumer. Et donc il faut assumer, comme disait Olivier, que ça va être coûteux pour tout le monde, que du coup c'est des ressources qu'on ne pourra pas mettre ailleurs, l'assumer en tant que tel. On pense que c'est quand même une bonne priorité parce qu'on en revient à la maison commune, tout commence par là, mais ensuite s'en donner vraiment les moyens. Donc les moyens à la frontière, donc sans parler de politique protectionniste, il faut quand même reconsidérer la politique commerciale, enfin l'approche européenne, quand même très libre-échangiste, qui objectivement n'est plus adaptée, sans pour autant tomber évidemment dans l'extrême caricatural d'un Trump qui veut tout refermer. Et donc là, il y a des trade-offs. Qu'est-ce qu'on cherche à relocaliser? On assume que c'est un enjeu critique, pas seulement de souveraineté, mais aussi parce qu'il y a énormément de spillovers, d'externalités. Non, trop de termes anglais là. Hop, trade-off, spillovers. Trouver les bons équilibres. Et donc l'automobile, c'est une bonne question. Enfin, jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on s'agrippe à notre industrie automobile? Enfin, nous, les Français et les Allemands, c'est vraiment une question ouverte. Merci. Béatrice. Là, ça sera le mot de la fin, si vous êtes tous d'accord. On peut continuer à faire des automobiles en Europe, mais il faudrait faire des automobiles qui sont décarbonisées et sont ils sont pas chers et sont au niveau de la Chine, parce que ça, c'est le problème, que la Chine a dépassé l'Europe dans ce secteur. Et dans ce moment, c'est la priorité que vient mise sur la protection de l'industrie. Espérons que ce soit une protection limitée dans le temps pour donner le temps aux Européennes to catch up. Comment est-ce qu'on dit en français? De rattraper. Rattraper. Hélène Rey, pour conclure. Non, juste sur ça, je pense qu'il faut que tout le monde lise aussi le rapport de Jean Tirole et aussi le rapport Draghi sur la compétitivité européenne. Et donc ça s'applique aussi dans le secteur automobile, où on se rend compte que l'Europe, finalement, n'a pas innové du tout à temps dans ces nouvelles technologies. Et les entreprises qui ont innové dans les technologies électriques, c'est donc Tesla aux États-Unis qui ont bousculé les vieilles entreprises américaines, et en Chine où il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc ils ont créé de quasiment rien ces nouveaux entrants qui sont en train de gagner toutes les parts de marché parce qu'ils sont technologiquement beaucoup plus avancés. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur à quoi nous devons réfléchir, et pas seulement dans le domaine automobile. Merci à vous, merci à tous nos intervenants. Et très bonne journée de l'économie. Il y a encore des conférences passionnantes. J'étais en train de jeter un petit coup d'œil à la suite du programme. I always found a French 2-hour Pas trop, ça meetings va. too long. Je suis Cédric Pinet, directeur de l'agence Grande Entreprise Auvergne-Rhône-Loire chez BPOA. Comme on l'a vu dans le cadre des JO, la France, elle a quand même beaucoup d'atouts. C'est vrai qu'on a tendance à communiquer de manière plutôt négative sur l'économie française. Moi, quand je regarde un petit peu avec un peu de hauteur, je vois qu'on a quand même des grandes entreprises en France qui sont leaders sur leur secteur. On a quand même des grandes écoles qui sont aussi leaders dans les classements mondiaux. On a des pôles d'excellence, on a vraiment des compétences exceptionnelles. Reste que, comme vous le dites, l'économie est un peu cassée quand même, un peu à réparer. Et il y a quelques sujets et quelques difficultés qu'il faudrait, à mon sens, adresser. Moi, si je vois 3 points aujourd'hui sur lesquels on pourrait avoir une action, ça serait le premier, ça serait remettre peut-être au centre l'économie réelle. Aujourd'hui, chez BPOA, nous, on adresse les PME, les ETI. Elles créent énormément d'emplois et elles sont moteurs sur la croissance. Et c'est vrai que si on arrivait à créer un écosystème encore plus favorable qui leur permettrait de se développer plus vite et devenir les futurs champions de demain, ça créerait effectivement de la croissance et des emplois et donc un cercle vertueux. Deuxième point, je pense que c'est mettre en avant le travail et mieux valoriser les travailleurs. Je pense que ça, c'est un point important. Et enfin, le troisième point, c'est donner du sens. Aujourd'hui, c'est aussi capitaliser sur nos forces. J'en parlais tout à l'heure. On a une force, c'est notamment l'épargne considérable des ménages français.
Aujourd'hui, si on arrivait à orienter cette épargne sur les financements structurels de demain, sur les secteurs clés et la nécessaire transition écologique et énergétique, je pense qu'on pourrait aussi générer de la croissance et de l'emploi.